Les gens qui sont OK avec toi et qui t'aiment, ils peuvent te prendre dans ta totalité. Alors que les gens qui ont effectivement une problématique autour de prendre leur place auprès d'une personnalité vive, vivante, extravertie, là, eh bien, ça indique des choses de... Souvent, ce sont des gens qui ont un problème avec leur propre place, à prendre leur place auprès de moi, parce qu'il y a plein de gens qui savent être avec moi maintenant, et la caricature qu'on aime faire des gens qui sont extravertis et qui prennent de la place et qui vont parler fort, etc., c'est souvent pour se cacher soi-même de sa difficulté à prendre sa place dans sa vie et auprès des autres. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asmavel. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important, fondamental, et j'ai une personne extraordinaire avec moi pour parler de ce sujet. On va parler aujourd'hui de comment devenir le plan A de sa life. Comment on passe d'être un plan B, un plan de secours, comment on continue à être adapté, suradapté aux autres, comment on continue à être soumis au désir de l'autre, plutôt que d'être au centre de sa vie. Et j'ai avec moi Stéphanie pour parler de ce sujet hyper important. Bonjour Stéphanie, bienvenue à toi. Salut Asma, ravie d'être là avec toi. Merci de me donner la parole sur ce sujet si intéressant qui est le fait d'être un plan B et de surtout comment on se transforme pour devenir le plan A de sa vie et de faire de soi-même sa priorité. Ouais, et je t'ai pas choisi pour rien, hein, parce que je pense que tu fais partie de ces gens qui illustrent extrêmement bien avec ton parcours de vie cette métamorphose. Alors j'aimerais bien que si tu es OK, nous présenter un petit peu, mais qui est Stéphanie ? Eh ben oui, avec plaisir. Écoute, j'ai une trentaine d'années, j'habite à l'étranger, j'habite au Chili. Qui j'étais avant, j'étais quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à aller en thérapie, on va dire dans ma vie d'adulte. J'ai eu beaucoup d'expériences de psy quand j'étais enfant, qu'on fait plus de mal qu'autre chose. J'avais aussi une autre circonstance, c'est que ma mère était psy et coach. Et quand je voyais ce que je donnais, je me disais jamais je vais aller voir un psy ou un thérapeute, ça marche pas du tout. C'est de l'arnaque ce truc. Oh mon Dieu, j'espère que mes gosses ne diront pas ça. Non. Il y a eu un moment, il y a un système énormément de répétition dans ma vie d'échecs sur tous les niveaux. Que ce soit sentimental, professionnel, je me suis retrouvée dans des situations où vraiment j'étais complètement bloquée jusqu'à ce qu'il y en ait une où ça a été trop en fait, où j'avais vraiment espoir d'avoir changé sans avoir fait un travail sur moi, et je me suis pris une énorme gifle dans la figure au sens littéral, et je me suis dit c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Donc du coup j'ai mis longtemps, mais je me suis dit la thérapie ça, je pense que ça peut m'aider en fait. Dans tous les cas, si j'essaye pas, j'avais la conviction que si je n'essayais pas quelque chose, si je ne faisais rien, ça resterait en fait, puisque ça faisait des années que c'était comme ça. Donc si je comprends bien, tu as été en thérapie parce que tu voulais plus souffrir. Je voulais plus souffrir, je voulais plus croire que la vie en fait, je la subissais, que j'étais pas celle qui avait le pouvoir dans ma vie. D'accord. Tu vois, j'ai l'impression que tu sentais que c'était l'autre qui avait le pouvoir. Que c'était l'autre, les circonstances, et c'était quelque chose que j'alimentais. Je me disais ah non mais c'est pas c'est parce que ça, c'est parce que si, et non en fait c'est parce que toi, c'est-à-dire que toi tu décides dans ta life. Ouais. Bon, ça, tu l'as compris après. Alors, donc, du coup, tu as commencé la thérapie un peu difficilement. Et ensuite ? Mais ensuite, ça a été un accélérateur à tous les niveaux. Parce que on travaille sur soi, mais en fait, on travaille sur tout le monde et sur tous les aspects. C'est vrai. Parce que toi, tu changes, donc automatiquement, ton environnement change, tes collègues, tout change. Tout change dans la vie. Et maintenant, c'est devenu vraiment un phare, en fait. C'est un phare dans ma vie. C'est quelque chose qui est constant, qui ne bouge pas. C'est-à-dire que la thérapie, c'est aussi nécessaire dans ma vie que de me nourrir, que d'aller chez le docteur. Ça fait partie à un moment des essentiels, parce que maintenant on parle de non essentiels. La thérapie pour moi c'est devenu quelque chose d'essentiel, ça fait partie de ton hygiène de vie, quoi. Exactement. Il n'y a pas de fin à ça, dans le sens où j'estime qu'on a, en fait, on évolue tout le temps. Tu as besoin des fois de ça, justement, de personnes qui puissent t'accompagner dans ton évolution et de pas te sentir seule, et voilà. Ouais. Ok, donc on va dire que donc, pour ta présentation, l'objectif pour toi, là, c'est de te présenter comme qui tu es, Stéphanie ?
Mais écoute, moi maintenant, je suis une femme heureuse. Je suis une femme qui a conscience de sa valeur, qui a conscience de sa préciosité et de son unicité, et qu'à quel point dans ma vie, j'ai le pouvoir de décider, j'ai le pouvoir de bien m'entourer. Voilà, je suis quelqu'un maintenant qui est devenu très ambitieux, qui est devenu successful, puisque j'ai vraiment transformé ma vie depuis 5 ans. Et je suis quelqu'un qui se lève le matin en étant dans la gratitude immense de tout ce qui arrive dans ma vie, que ce soit en positif ou en négatif. Pour moi, c'est un cadeau parce que je sais maintenant à quel point je suis forte pour traverser, que ce soit les choses positives et les choses négatives. Et ça, c'est Ouais. une vraie force de dire, punaise, demain, il y a quelque chose qui me tombe dessus, mais je suis là et je vais l'affronter et ça va aller, je vais pas mourir. Donc, on peut dire que tu as eu un master en Stéphanie. Exactement. J'ai acquis une connaissance de moi-même, de mes capacités, de mes ressources, qui est assez incroyable. Ouais. Et alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, hein, c'est de pouvoir donner de la perspective aux gens, d'accord? Ouais. Les gens qui nous écoutent, là, ils sont, pour certains, dans la difficulté à être eux-mêmes. Tous ceux qui vont regarder, tu vois, dans le titre des podcasts, passer du plan B à plan A, ils vont se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux parler voilà, de cette force intérieure qui se déploie et qui se développe. Et je voudrais parler, alors, bon, moi, en tant que psy, coach, tout ça, je peux en parler de manière théorique, je peux expliquer les outils, les moyens, etc. Mais je pensais vraiment que ton expérience allait venir appuyer et donner voilà, du contenu, donner de la perspective à mon propos. Et c'est pour ça Ok. que j'ai souhaité t'inviter. Et donc, concrètement, comment on fait? Comment tu as fait? Alors, tu as utilisé la thérapie, on a compris, mais Ouais. comment tu as fait pour passer d'être le plan B de la life des gens, donc des amoureux, de la famille, des amis, mais surtout de ta propre vie, Ouais. au plan A de ta vie et donc de la vie des autres. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, par rapport au plan B, ça a été beaucoup quelque chose, moi, qui a été... je l'ai fait passer pour quelque chose, ouais, non, je suis une fille super cool. Franchement, avec moi, non, il n'y a pas de problème, tu viens quand tu veux. Et que ce soit dans tous les domaines, c'est-à-dire que je n'imposais aucun cadre, aucune limite aux gens. Donc les gens faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et j'allais Donc, et c'était sous couvert de la souplesse, c'est ça C'était de... sous couvert, je suis une fille hyper cool en vrai. Mais en fait, le vrai, ce que je voulais, c'était qu'on m'aime. Donc en fait, je me suis Ouais. dit, si je mets pas de limite aux gens, si je leur permets tout, obligé, tu m'aimes. Je te laisse faire tout ce que tu veux avec moi. Sauf qu'en Mmh. vrai, les gens ne voient pas ça du tout comme ça. Et au contraire, tu attires justement des gens qui vont avoir un peu cette espèce de, soit de vice ou de profiter de toi, de te dire, mais cette meuf, elle se respecte même pas, en fait, puisque moi, elle me permet tout. Je peux arriver à 3 heures du matin chez elle, bourrée, elle va m'accueillir. Je peux lui dire que je viens pas à son anniversaire, je lui offre pas de cadeau parce que j'ai pas d'argent. Elle va dire, ah bah non, t'inquiète, de toute façon, c'est pas important. Et en fait, je me suis rendu compte de tout le mal que je créais moi-même, puisque je ne mettais pas de limite aux gens. Parce que tu considérais que la limite et le cadre, c'était quoi? Ah, je détestais ça. Pour moi, c'était parce que avant, la liberté pour moi était synonyme d'absence de limite. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la hiérarchie, avec mes parents. Mes parents m'ont mis dehors quand j'avais 19 ans, etc. Parce que pour moi, la liberté, c'est t'as pas de limite, tu fais ce que tu veux. Sauf que ouais, Donc il peut pas y avoir d'autorité quand il y a de la liberté. avant, c'était mon interprétation. C'était ça. Exactement. Et donc, pour toi, la liberté, le fait de pouvoir être toi complètement, c'était nos limites, voilà, nos cadres, et rien qui pouvait te contenir ou te diriger finalement. Exactement. Tu fais ce que tu veux ou tu veux quand tu veux. Et donc, du coup, tu dis à l'autre, ben, c'est pareil. Sauf que dans l'imaginaire, ça marche bien. Dans le réel, c'est une catastrophe. Parce que tu le sens dans tous les cas à l'intérieur de toi. Après, tu te dis, mais attends, est-ce qu'on me respecte vraiment si on vient à 3 heures du matin chez moi bourré? Est-ce qu'une amie qui vient pas à mon anniversaire parce qu'elle me dit qu'elle a d'autres choses, tu vois, des trucs comme ça où à l'intérieur, j'avais une tristesse et je me disais en plus, mais attends, je comprends pas parce que je leur permets tout. Je leur permets tout, mais pour... C'est très, très intéressant parce que ce que tu dis, c'est comme si, mais quand on est OK avec tout, eh bien, finalement, à la base,
si j'entends bien ce que tu dis, c'est pour éviter les problèmes. Ouais. Si j'évite les problèmes, donc parce que si je suis OK avec tout, tu vois, j'ai pas de problème avec les gens. Ouais. Donc comme je suis OK avec tout, pourquoi j'aurais des problèmes? Ouais. Il y en a pas. Et effectivement, les gens n'ont pas de problème parce que tu es OK avec tout. Mais c'est toi qui finis avec des problèmes. Exactement. Parce qu'en C'est toi qui ouais. finis. Ouais. Exactement, parce qu'en vrai, ce que tu veux en vrai, c'est être aimé, c'est être la number one, de dire ouais, mais Stéphanie, c'est la meuf la plus cool du monde parce qu'elle me permet tout, parce qu'elle est toujours là, parce qu'elle dit toujours oui. Sauf que ben non, en fait, le résultat n'est pas là et c'est pas la réalité. Et au contraire, tu reçois beaucoup plus d'amour et tu es en capacité d'accueillir beaucoup plus l'amour quand tu as fixé tes limites et tu as déterminé ton cadre et tu dis aux gens, tu sais ça. C'est pas possible, ça me va pas. Non, là je suis pas d'accord. Ou tu sais, je suis triste si tu viens pas à mon anniversaire, ce genre de choses. Alors donc ce que tu dis, c'est que pour commencer donc à passer tranquillement du plan B au plan A, donc redevenir finalement sa propre priorité et donc faire que les autres te voient aussi comme une priorité et pas comme un plan B, tu commences d'abord par savoir de quoi tu as besoin et ensuite fixer des limites à partir de tes besoins. Mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de comprendre de quoi tu as besoin. Énormément. Surtout quand on vient comme ça, bah non, tout est OK, j'ai aucune limite, moi je suis d'accord avec tout. Bah, finalement, prendre le temps de qu'est-ce qui t'a fait switcher, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire mais de quoi j'ai besoin en fait, moi je veux quoi? Bah, déjà, comme tu dis, moi, la notion de besoin, je l'ai apprise en thérapie. Je viens d'une famille où la question du besoin de l'enfant n'existait pas. L'enfant prend ce que le parent lui donne, il se tait. Et il n'avait pas beaucoup d'options. Donc, l'histoire du besoin, ça a été une révélation de dire quoi? Moi, j'ai des besoins. Donc, premièrement, c'est à les découvrir. Et ça passe par l'expérimentation aussi de me dire, OK, ben, je vais essayer ça, et être attentive à ce que je ressentais à l'intérieur. Et de me dire, ben, en fait, ça dans ma tête, ça avait l'air cool. Voilà, ça dans ma tête, ça avait l'air hyper cool, mais en fait, dans la réalité, ça me fait pas du tout sentir bien. C'est pas pour moi. Et donc, ça a été un processus assez long je te dirais environ 1 ou 2 ans de me découvrir et de maintenant, je suis en mesure de dire, tu me présentes quelque chose, je dis, ben non, là, en fait, je pense pas que ça va correspondre, je pense pas que ça va mener, ou ça, ouais, ça m'intéresse. Oui, parce que là, tu parles effectivement d'abord de reconnaître ton besoin. Donc déjà, ce que tu dis est très, très important et je te remercie de le dire parce qu'en fait, ça part de cette dimension de permission. Et j'allais y venir, exactement. C'est-à-dire se permettre, quand on a grandi dans un climat qui était complètement à l'opposé de ce qui est sain pour nous, de ce qu'on considère être sain pour nous, c'est se permettre de regarder autrement nos besoins, notre perspective de vie, et donc se dire, OK, finalement, j'ai le droit de dire que ça, ce que j'ai reçu ne me suffit pas, et donc de commencer par dire, mais en fait, de quoi j'ai besoin? Et ce passage-là, c'est hyper dur, parce que comme tu dis, c'est 1 à 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est une transgression. C'est une transgression, Parce qu'en fait, et tu rends compte aussi de tout ce dont tu n'as pas eu. Et ça, c'est un moment extrêmement triste aussi, de te dire, punaise, en fait, je me rends compte que j'avais besoin de ça et j'ai jamais eu ça. Et ça, c'est un passage où, ouais, tu ressens cette tristesse de ton enfant, de toi, de te dire, waouh, il y a tout ça qui existait, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, les parents qui ne prennent pas soin de leurs propres émotions ne peuvent pas prendre soin des émotions de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu as des parents qui peuvent mettre en place des structures qui sont beaucoup plus positives que celles qu'ils ont reçues. Par exemple, un parent qui n'a pas eu à boire et à manger dans sa famille, qui a vécu dans une vraie misère, etc. Il peut travailler, fournir à boire et à manger à ses enfants et transformer ça, ce scénario. Par contre, prendre soin des émotions de son enfant, ça l'oblige à passer par ses propres émotions et par prendre soin de ses émotions à lui. Et donc, toi, tu as en quelque sorte transgressé finalement, j'ai envie de dire, le rythme familial qui est, non, là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie et je vais écouter de quoi j'ai besoin. Et finalement, ça t'a coûté de faire ça parce que c'est je suis plus d'accord avec ce que vous m'avez donné et je vais découvrir la vie, Exactement. Et après ça, on a, dans un second temps, maintenant que j'ai le droit, maintenant que je me permets, maintenant je vais définir ce dont j'ai besoin. Exactement. C'est 2 étapes très différentes. Exactement. Et la permission, c'était vraiment le deuxième point dans ce que tu as dit que j'ai identifié. C'est quand on m'a donné le droit en thérapie
et de me dire, bah, en fait, si tu peux, en fait, tu peux tout. Tu peux tout tester, tout expérimenter dans ce qui est OK avec toi-même. Et là, c'est comme si tu ouvres une caverne d'Ali Baba et tu te dis, mais en fait, j'ai tellement de possibilités. Et dans cette permission, ce système de permission, beaucoup m'ont aidé, les amis, le cercle de fréquentation que j'ai pu avoir grâce à des groupes thérapeutiques, d'avoir des gens qui étaient un peu plus évolués que moi sur cette notion de besoin, d'expérimentation, etc. Et d'ailleurs, j'ai été accompagnée d'amis. Voilà, par exemple, j'ai deux exemples. Tout ce qui était créativité, moi, j'ai pas eu une enfance avec des jouets. J'ai jamais eu de jouets, donc tout ce qui est manuel, créativité. D'ailleurs, j'avais un rejet terrible parce que je suis tellement nulle. J'ai tellement pas fait on va se moquer de moi en fait. Et j'ai une amie qui était complètement opposée de moi, qui avait une créativité extraordinaire et qui m'a amenée à faire de la céramique. Mais c'était une découverte, mais grandiose, grandiose. Ouais. Il y a une expérience que, si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup qu'on partage. C'est cette activité que tu as apprise du coup l'année dernière, qui est quand même quelque chose de très important, parce qu'il y a je dis juste ça et après je te laisse raconter, mais il y a cette dimension de permission au plaisir, de permission à la joie, de permission à transformer finalement, voilà, tes croyances que tu peux pas faire plus, qu'il faut te contenter de ce que tu as, etc., etc. Et puis le culot, quoi, que tu as eu de t'autoriser, de te permettre et de passer à l'action. Alors, c'est quoi cette activité? C'est faire du vélo. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais c'était, quand tu le dis comme ça, voilà, c'est tellement commun. D'ailleurs, les réactions des gens, c'était aussi ça qui me freinait beaucoup. C'est, quoi, tu sais pas faire du vélo? Ben non, t'as la honte aussi t'as la honte de dire ben non. Et pourquoi? Et tu n'as pas envie de rentrer dans les détails. Mais moi, le vélo, c'était mon Everest. J'étais convaincue que je ne pouvais pas jamais faire du vélo, parce qu'en plus de ne pas en avoir eu quand j'étais petite, parce qu'on ne pouvait pas, j'avais eu, quand on avait essayé de me réapprendre après par des profs, j'avais eu des profs horribles qui étaient pareils dans cette culpabilisation de, quoi, tu sais pas faire du vélo, t'as 6 ans, mais c'est n'importe quoi. Et donc du coup, j'avais gardé vraiment un sentiment, mais horrible, de culpabilité, de honte, et de me dire, mais de toute façon, Stéphanie, c'est pas pour toi le vélo, tu feras autre chose, tu conduiras bien, mais tu feras pas ça. Et en fait, comme tu dis, cette phase où tu te décuples pendant les 2 ans, où tu t'autorises, tu transgresses toutes tes croyances que tu pensais que tu pouvais pas faire. Tu dis, si, je vais essayer. Et si je me trompe, et c'est pas grave, je vais pas mourir ça va aller, tu vois. Et tu as cette béquille de la thérapie qui est là à côté de toi, qui te tient et qui est là. Et ça, c'est hyper rassurant, parce que tu es comme un enfant. Exactement, tu es comme un enfant qui apprend à courir ou à marcher, tu as besoin de maman, elle soit pas trop loin pour te rattraper si tu as peur, etc. Et donc, j'ai trouvé une association à la Villette, etc. J'y suis allée avec une amie qui avait eu le même problème que moi, alors dans d'autres circonstances, mais je me suis sentie aussi moins seule. Je pense que dans nos deux traumas, on s'est hyper bien trouvés. Et là, la révélation, en 30 minutes, on faisait toutes les deux du vélo. Non, mais là... Mais je trouve ça tellement important, parce qu'en fait, on a tous quelque chose qu'on ne sait pas faire, tu vois. Donc là, toi, c'est le vélo. Moi, je me souviens que j'avais des gens autour de moi qui ne savaient pas nager. Moi, typiquement, tout ce qui est... alors c'est beaucoup moins commun on va dire, que le vélo, mais ça reste quand même tout ce qui est skate, trottinette, tout ce qui est roller. Voilà, moi, le roller, j'ai une petite sœur qui faisait du roller voilà, mais moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et on a tous cette activité dans laquelle on n'est pas... Le ski, moi, le ski, c'est un truc de malade. Et en fait, non, mais faut me voir sur des... Non, mais d'ailleurs, on ne me voit plus. Hein, mais... C'est-à-dire qu'il y a ce truc de... Mais finalement, je ne sais pas faire. C'est pas grave, laisse tomber, on arrête d'en parler, on va pas au ski. Ou quand tu vas au ski, tu prends des chocolats chauds en haut, là, tu vois, sur ta terrasse, et puis c'est tout, tu vois. Mais en gros, il y a cette dimension que c'est pas possible. Et c'est la seule raison, enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle je fais ce travail, c'est cette dimension du c'est pas possible. Je n'y crois pas, je ne peux pas y arriver. Et souvent, quand on se sent petit comme ça, donc face au vélo, face à un homme, face à une famille, face à des grands frères, des grandes sœurs, voilà, peu importe, quand on se sent tout petit, on y croit vraiment que c'est pas possible. Et donc, croire qu'il y a tout, en fait,
toute l'impuissance qu'il y a là-dedans, dans cette incapacité qu'on a à développer au point qu'on est très très fort, on utilise notre intelligence au service de notre problème, et donc on va croire qu'on n'en a plus besoin, ou qu'on n'en veut plus, ou que c'est pas la peine. Alors qu'en fait, non, le problème que tu as là, que tu mets de côté, que tu considères minime et que c'est pas très grave, bah en réalité, c'est aussi, ça peut être une porte vers des dimensions de toi qui sont énormes. Et grâce au vélo, grâce à la céramique, bah, tu as gagné une force intérieure que tu décris très bien en disant, mais voilà, aujourd'hui, peu importe les preuves qui passent, eh bien, je sais faire face, je sais surfer sur la difficulté, je sais surfer sur les preuves. Exactement. Donc, si on résume, tu as compris que tu avais le droit, donc tu as découvert la permission de pouvoir écouter tes besoins. Tu as fait la paix finalement avec la directive, l'autorité, la hiérarchie, le cadre, en comprenant que c'était aussi à ton service. Tu as mis du cadre et des limites et tu as fait plein d'expériences, plein de découvertes. Exactement ça. Est-ce que c'est le processus est très bien décrit, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, aujourd'hui, comment t'es alors, plan A, plan B? Je suis le plan A. Pour moi, ça c'est une certitude. D'ailleurs, de plus en plus, il y a une chose, il y a l'envie d'être avec soi qui se développe. C'est comme un jardin que tu vas cultiver, arroser et tout. Et donc, cette envie d'être avec toi, elle est nécessaire et c'est un bon moment que tu passes avec toi-même. Alors qu'on le sait tous, souvent, beaucoup, quand t'as pas fait ce travail-là, donc plus souvent en thérapie ou via d'autres choses, être avec soi, c'est dur parce qu'on a les petites voix qui rentrent à l'intérieur et qui nous parlent. Et donc, on va allumer la télé, on va écouter de la musique, on va mettre la radio, etc. Et on est rarement avec soi, et je pense qu'on l'a vu aussi pendant toute cette période particulière qui a été l'année 2020 et qui est 2021. Et ça, c'est un vrai bonheur de dire, mais en fait, là, je suis dans un contexte particulier, parce qu'au Chili, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, je suis arrivée en lockdown complet, c'est-à-dire que je suis arrivée de l'aéroport, et depuis l'aéroport, je n'ai vu personne, en fait. Et je suis dans un pays étranger. Dans un pays, voilà. Exactement. Même si tu le connais, voilà, c'est pas non plus, voilà. Et je pas suis pas chilienne. Exactement, je suis pas chilienne, je connais une personne ici, voilà, et ben ça va super bien, en fait. Donc tu es une aventurière. Je suis une aventurière, mais ouais, mais je pense, tu sais, que c'est aussi vraiment, je le vis bien parce que j'ai appris à aimer ces fameuses parties de moi-même où on m'avait dit que c'était pas aimable. J'ai appris à apprécier ma compagnie et surtout à me dire, mais en fait, tu as de la valeur dans la vie. Tu vois, dans ta vie, tu es importante. Et plus j'ai fait grandir ma valeur à l'intérieur de moi, plus j'ai aussi fait grandir ma valeur pour les autres. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens sont là, en fait, pour moi. Les gens sont là pour moi. Ils ont été là pour mon départ. Ils sont là quand je suis au Chili. Tu vois, et ça c'est incroyable parce que tu te dis en fait que tout vient de toi. Ta boussole intérieure détermine aussi à l'extérieur ce qui va t'arriver, tu vois. Et ça c'est génial. Bien sûr. Là, tu récupères toute ta puissance quand tu sais que tu es, voilà, que tu sais toi ta boussole, c'est clair. Alors, ce que tu disais juste avant par rapport à cette dimension de toutes ces parties qu'on pouvait ne pas aimer de toi et que tu as quand même appris à les aimer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que donc il y a des parties qu'on aime, il y a des parties qu'on n'aime pas. Et donc ces parties qu'on n'aime pas, tu as appris à les aimer, mais on parle de quoi? De quel genre de parties, par exemple? Il y en a une qui se concrétise beaucoup. C'est le fait que je prenne de la place et que quand je suis là, soit tu m'entends, soit tu me vois. C'est rare que je puisse me louper. Et souvent, et je continue à l'avoir, mais ma réaction est très différente. Et ça, c'est hyper important. Avant, c'était, ah ouais, putain, ouais, c'est vrai, j'ai encore fait du bruit. Oh là là, j'ai pris trop de place, j'ai trop parlé. C'est vrai, ça, franchement, Stéphanie, c'est pas possible, arrête et tout. Et en fait, c'est moi. C'est-à-dire que voilà, je suis comme ça. C'est-à-dire que demain tu me verras jamais dans un coin. Je suis une personnalité extravertie qui incarne la vie. Et donc j'aime échanger, j'aime être au contact, j'aime rire fort, voilà. Et c'est moi. Et pendant longtemps, que ce soit dans un cercle familial, dans un cercle professionnel, dans un cercle amical, dans un cercle amoureux, on m'a renvoyé l'image que ça, c'est pas ok, c'est pas aimable. Et on me le renvoie. Alors ça m'arrive encore très régulièrement. Ah ouais, mais tu parles fort.
ouais, mais bon, tu monopolises. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ce sont des gens qui ont un problème avec leur propre place, à prendre leur place auprès de moi. Parce qu'il y a plein de gens qui savent être avec moi maintenant. Et la caricature qu'on aime faire des gens qui sont extravertis et qui prennent de la place et qui vont parler fort, etc., c'est souvent pour se cacher soi-même de sa difficulté à prendre sa place dans sa vie et auprès des autres. Et quand j'ai compris ça, waouh, ça m'a. Maintenant, quand ça m'arrive, je me dis, ok, cette personne-là, ben, elle a son problème et c'est pas moi à me remettre en cause. Oui, et puis il y a quelque chose qui est intéressant, c'est aussi peut-être qu'à l'époque, quand tu regardais cette zone de toi qui prenait de la place, tu la regardais aussi à partir du prisme, j'ai besoin d'être aimé, donc je Ouais, prends de la j'étais place pour très être agitée, aimé. ouais. Du coup, Mm. voilà, donc du coup, plus tu as fait grandir ta valeur, plus tu as fait grandir cette personne formidable que tu es en conscience, plus tu as appris à aimer toutes ces zones-là, moins tu avais besoin de prendre de la place de cette manière-là. Et donc du coup, ces voix ont dû s'arrêter, je pense, tu vois. Les voix qui disaient non mais tu te rends compte Stéphanie, non, mais bah, comme je le fais plus pour les mêmes raisons, je le fais plus à partir d'un endroit qui va mal, mais je le fais à partir du fait que j'aime la Mm. vie et que c'est ma personnalité, bah du coup forcément les gens qui sont OK avec toi et qui t'aiment, ils peuvent te prendre dans ta totalité. Alors que les gens qui ont effectivement une problématique autour de prendre leur place auprès d'une personnalité vive, vivante, extravertie, bon là, eh bien, ça indique des choses de. Donc, il y a à la fois à Bien sûr. partir d'où tu Mm. regardes ce problème et en même temps, il y a cette dimension de bon, bah finalement, je suis comme ça et les gens qui vont rentrer dans ma vie ou qui sont dans ma vie doivent faire avec qui je suis. Exactement, c'est tout à fait vrai. L'endroit détermine beaucoup la justesse en fait de l'état et de ce que je pouvais exprimer. Donc ça, c'est vrai que c'est un des trucs où ça a complètement changé. Finalement, je suis comme ça, mais je le suis maintenant de manière saine puisque c'est vraiment qui je suis. Avant, c'était plus en mode please aime-moi, je vais te faire des blagues, je vais te divertir, je vais faire du bruit, tu verras tout ça. Et non, maintenant c'est plus le cas. Je suis le clown de personne. Juste j'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime être avec les gens. Attends, excuse-moi, Stéphanie, très important parce que là, on t'entend et on a l'impression, donc moi je te le dis, hein, j'ai l'impression que je viens de te rencontrer et que finalement, c'est hyper facile de devenir le centre de sa vie, c'est hyper facile d'être fort, c'est hyper facile d'être toi finalement. Regarde comment tu as l'air hyper cool et c'est hyper simple. Là, moi, je veux la recette, quoi. Donc, on va pas vendre C'est du rêve vrai. aux gens, tu vois, et on va pas leur dire, voilà, hein, faut et à t'entendre, on se dit putain, mais c'est simple. Alors, est-ce qu'on peut parler finalement Ouais. un petit peu, si tu es OK, bah ouais, peut-être une ou deux étapes que tu peux partager de moments très difficiles où bah, il t'a fallu voilà, du temps, de l'espace, voilà, des émotions difficiles, mais peut-être même du rejet, etc., pour pouvoir en arriver à cette force, à cette solidité intérieure et voilà, et continuer à la travailler. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Euh, Bon, on peut parler d'une très récente avec le Covid l'exploration du livre. bah, c'est Ça peut celle être qui quelque m'était chose venue d'intéressant. ouais, à l'esprit. Le deuxième confinement m'avait beaucoup touchée dans le sens où j'ai vraiment expérimenté cette espèce de vide parce que faut savoir que mon visa, ça faisait plus de 2 ans que je devais l'avoir, que tout était bloqué, que je prenais beaucoup en excuse le fait de devoir m'expatrier pour ne lier aucune relation nouvelle. Voilà. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec 0 branche auquel me raccrocher. Et là, c'était vraiment le vide. Demain, je ne sais pas, je ne sais rien. Et je n'ai que maintenant pour exister et être. Et c'était en mode, c'était horrible. Là, c'est-à-dire que Netflix n'avait plus d'intérêt. Canal+, j'ai fait tous les abonnements, hein. OCS, Canal+, Prime Video, tout. J'ai regardé des séries, etc. Ça ne marchait plus. Alors, attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne Bah, marchait plus? Qu'est-ce qui ça ne marchait marchait plus? plus, c'est-à-dire ça ne venait plus, tu sais, mettre le couvercle sur à quel point sentir ce vide était synonyme de souvenirs horribles. Tu vois, de me rappeler à quel point dans le vide de mon enfance
à quel point il n'y avait rien, pas de jouets, pas de sortie, pas beaucoup à manger, pas d'argent, rien. La situation du deuxième confinement je la vivais exactement pareil. Et j'avais l'impression de me dire, mince, mais en fait, tu revis ça, c'est horrible, t'as plus de ressources, il n'y a plus rien qui existe, etc. Alors ça, tu le comprends, Ouais. parce que tu travailles sur toi. OK? Et donc, tu comprends que c'est un sentiment élastique à un traumatisme d'enfant. Mais les gens qui font pas de travail sur eux, d'accord? Tu t'en as sûrement autour de toi et qui ont senti ce vide, parce qu'il y en a plein qui ont senti ce vide, tu vois? Et qui ont consommé Netflix, qui ont consommé tous ces abonnements-là que je ne connais pas, hein, tu vois? Je vais pas avoir honte de pas les connaître. Qui ont peut-être consommé d'alcool, peut-être consommé des drogues, peut-être consommé des communications, consommé du Instagram. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Stéphanie? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? D'écouter ce vide et de noter ce qui vient. Mais moi, je veux pas écouter ce vide. Qu'est-ce que tu me casses la tête là? Moi, non, c'est horrible. Je préfère m'amuser, m'éclater. Ouais, mais il va et pas rien partir, il sentir. va revenir. Même quand l'agitation va revenir extérieure, tu vas l'écouter. Il va se matérialiser parce qu'on n'échappe pas au vide, on n'échappe pas aux petites voix, on n'échappe pas au sentiment d'élasticité du trauma. Et voilà, et soit tu l'acceptes, tu dis bon bah peut-être ok. Alors après, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu te souviens de mon expérience sur la méditation. Moi, quand on parlait de méditation, j'ai dit mais jamais je fais ça. Le noir, le machin, le calme, le truc, je ne peux pas. Et en fait, c'est à toi de trouver en fonction de toi ce qui va te correspondre. C'est-à-dire que si le vide, tu es capable de l'écouter pendant 2 minutes et d'écrire 2 phrases, voilà, et tu le fais en fait tous les jours, tu le fais, tu te trouves un moment. Tout comme moi, quand je médite, je médite pas dans le noir, je médite pas. Voilà, c'est différent, mais j'ai trouvé ma méthode pour être au calme avec moi-même, etc. Donc, il y a ça aussi, c'est ne copier. On peut s'inspirer des autres, mais le plus important, c'est que s'écouter soi-même. Si tu es capable d'écouter le vide qu'1 minute, mais c'est déjà bien. Tu voulais méditer comme ces gens qui méditent depuis 20 ans et qui te disent qu'ils arrivent à s'isoler et à rien entendre pendant des heures. Voilà. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que finalement, non seulement tu écoutes ton besoin, mais tu fais aussi à partir de ton rythme et à partir de toi. Et c'est ça l'autonomie, en fait. C'est ça l'autonomie. Et l'autonomie, c'est de pouvoir sortir de cette espèce d'attente affective, de pouvoir se la donner soi. Et donc, finalement, d'être dans un rapport, j'ai envie de dire, tranquille, tu vois, à ses attentes, dans un rapport tranquille aux autres, dans un rapport tranquille. Et ça, ce que tu décris du vide, là, je pense que ça touche beaucoup de gens, parce qu'on, voilà, on n'a qu'à regarder le nombre d'heures qu'on passe sur notre téléphone, le nombre de temps qu'on passe à parler au téléphone. Encore plus maintenant avec le Covid. On n'a qu'à regarder le temps qu'on passe à faire tout plein de trucs, mais à ne pas se poser. Là, j'avais une cliente qui me racontait qu'elle embarquait son téléphone dans son bain et que du coup, elle faisait le bain avec le téléphone et que ça lui faisait du bien parce qu'elle n'arrivait pas à être dans le vide, justement dans le calme, dans le bain. C'est-à-dire que le téléphone, c'est devenu le doudou. C'est devenu voilà. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cette exploration du vide que j'ai trouvé très intéressante dans ton expérience et qui indique que finalement tant qu'on n'y va pas, ça s'en va pas. Et surtout que le vide ne tue pas. Exactement. La tristesse, les pleurs non plus. Toutes ces émotions qui ont l'étiquette d'être négatives ou il faut absolument que ce soit positif, j'ai envie de te dire non. Donc, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, tu es capable de dire non aux gens? Tu es capable de dire non, j'ai pas envie de venir, je suis fatiguée? Tu es capable de dire non, là, je suis pas OK parce que tu as laissé le pot de confiture ouvert? Raconte-moi, comment c'est d'être le plan A? Je te dirais, dans 90% des cas, c'est quelque chose qui est maintenant naturel, mais c'est comme un muscle. Ça se muscle, clairement. Et tu vas voir que quand tu commences à le faire, d'ailleurs, j'avais eu cette expérience-là avec quelqu'un très proche de moi qui avait dit quelque chose et j'ai ressenti à l'intérieur de moi mais comment ça m'avait blessée et de lui dire, c'est la première fois que j'osais dire ça. Tu sais, quand tu dis ça, ça me fait mal et voilà, je sais que, je suis sûre que ça part pas d'une mauvaise intention. Juste, je te dis que s'il te plaît, voilà, dis-le d'une autre manière parce que ça me fait mal. Et vraiment, je suis à grosses gouttes quand je lui ai dit et quand j'ai vu sa réaction de, ah, écoute, je suis désolée, je m'en souviens même pas, mais pour la prochaine fois, c'est noté, voilà. Et en fait, encore une fois, l'histoire du vélo, ça paraissait un Everest et en fait, c'est rien du tout, ça passe. Et ça passe, et c'est comme ça qu'on crée des super relations en fait, parce que on s'est dit les choses. Donc pour 99% des cas, tu arrives
à dire, à t'affirmer, à mettre des limites et voilà. Donc, si on devait, Stéphanie, clôturer là et que tu aurais une phrase à dire à terminer, j'ai envie de dire, pour être fort à l'intérieur, il faut se découvrir. Pour être le plan A à l'intérieur, il faut savoir pourquoi tu as envie d'être le plan B. Ouais. Wouh, c'est deep ça. C'est deep. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, bravo. Bah, écoute Stéphanie, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a fait très 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 plaisir de t'avoir sur, j'allais dire sur ce plateau, mais sur ce podcast. Voilà, le TF1, Asmabel. Je te remercie de partager ta joie de vivre, ta vitalité, ton expérience. Et on t'a déjà eu sur un super show il y a quelques années maintenant. On t'a maintenant sur le podcast. Je suis sûre qu'on va continuer à faire plein de choses ensemble. Écoute, comment tu t'es sentie et super alignée sur ce que je dis et ce que je suis. Donc, c'est cool parce que c'est aussi dans la matérialisation comme ça que tu sens, que tu sais que tu as évolué. Donc, c'est hyper cool. Je peux pas te dire que j'aurais pu faire ce podcast il y a 2 ans, il y a même 1 an. Donc, en fait, voilà, l'évolution, elle se voit aussi à travers ce genre de conversation. Et ça, c'est génial. Et voilà. Et merci à toi pour la qualité du podcast, pour la générosité, pour les sujets que tu abordes. Voilà, c'est un plaisir de t'écouter, de te voir bientôt, j'espère, dans un nouveau show. Inch'Allah. Je te fais des gros bisous. Bisous, merci. Et à très bientôt, ma belle. Bisous à tous, j'espère que vous allez kiffer ce podcast et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi, à partager ce que vous avez ressenti, les questions, les interrogations, tout est possible. Bien sûr, n'oubliez pas, le 26 démarre ce super programme sur la force à l'intérieur. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour vous inscrire. Je vous attends avec impatience sur mon email asmabelcoach@gmail.com.